bienvenue aux Attachés de presse, émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAC 88.3. Donc, on est en compagnie de M. Orgelli, professeur invité à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et professeur agrégé de l'Université de Lyon en France. Bonjour, M. Orgelli. Bonjour. Bonjour à vous. On est très content de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. On va parler d'un sujet que moi aussi je trouve important d'aborder, qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias traditionnels. On va parler d'éducation et de la politique et des systèmes d'éducation occidentaux. Premièrement, pourquoi devenir chercheur dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a accroché d'abord? Alors, c'est une longue histoire. C'est souvent des histoires personnelles qui conduisent à la recherche. Moi, j'ai été pendant plusieurs années enseignant au secondaire. J'ai enseigné les sciences de la nature et biologie et géologie. Plus particulièrement, je suis spécialisé en sciences de la Terre. Et donc, plus j'enseignais ces questions-là au secondaire, et plus je me rendais compte que les enfants étaient intéressés pas tant par les contenus que par les implications politiques. La vaccination, par exemple, les volcans, les séismes. Ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce que vous savez, vous, en tant qu'expert, a comme conséquence sur ma manière de faire et d'agir. Donc, en quoi les connaissances scientifiques peuvent nous aider à vivre ensemble, à travailler collectivement et puis à penser librement. Voilà le niveau de questionnement politique que l'on a dans des classes qui vont de l'âge de 11 ans jusqu'à 18 ans, et même bien entendu après. Ça peut même commencer avant. Donc voilà comment je me suis dit, tiens, les sciences, c'est une question importante. Sciences et technologies, c'est important d'éduquer aux sciences et technologies, mais c'est aussi important de montrer que derrière les sciences et les technologies, il y a aussi des questionnements hautement politiques. Parfait. Écoutez, évidemment, au fil de vos recherches, vous avez, j'imagine, trouvé des choses qui, à votre sens, ne fonctionnaient pas dans le système d'éducation et des critiques que vous pouvez apporter à ce système-là. C'est lesquelles que vous avez découvert pendant vos recherches? Alors, vous savez, je pense que tous les systèmes éducatifs ont des défauts. Ça n'existe pas, le système éducatif parfait. Nous expérimentons à travers le monde depuis que l'école existe. L'éducation est un processus qui existe depuis que l'homme et existe en tant qu'espèce, mais les systèmes éducatifs que je qualifierais de formels, c'est-à-dire avec un espace, un temps particulier, avec des règles de vie pour la jeunesse qui permettent de les faire grandir, elles ont toujours été fondées sur des utopies, c'est-à-dire des visions de ce qu'on pourrait faire de mieux pour nos générations. Et donc, il y a des mouvements au cours de l'histoire de nos sociétés occidentales qui montrent que les dynamiques n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a eu des grands changements par rapport à la manière dont nous considérons notre jeunesse, notamment au début du XXe siècle, en Amérique et en France, certainement dans la lignée de la Révolution, est passée l'idée que l'école doit être un espace où on traite notre jeunesse de manière égalitaire, où on l'instruit, et que cette instruction va lui permettre de grandir et de devenir responsable et d'être utile collectivement pour la démocratie. Alors, cette idée-là, elle est toujours d'actualité, mais on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas. Instruire est important, mais ne suffit pas à susciter l'engagement de nos citoyens dans la vie politique, dans la vie démocratique d'un pays. Et c'est là que je pose tous mes questionnements de recherche. Comment se fait-il que nous dépensons beaucoup d'énergie humaine, d'énergie financière pour développer des systèmes éducatifs qui se veulent égalitaires, qui se veulent aussi capables de former des citoyens actifs qui peuvent penser une autre société, et pourtant à la fin on se rend compte que ce qui sort de ces machines éducatives, ce sont des individus qui ne s'engagent plus beaucoup dans la vie politique, en tout cas pas dans la vie politique démocratique sur la forme actuelle qui est celle du vote électorale. Donc il y a certainement, je pense, d'autres formes de démocratie que l'on pourrait mettre en avant, ou en tout cas expérimenter, et l'école devrait être, à mon sens, ce lieu d'expérimentation de la démocratie. Justement, au niveau de l'école et de la démocratie, une des critiques que vous avez faites, c'est que l'école, en fait, oui, évidemment, c'est un agent de socialisation très important dans la vie chez un enfant ou même un adolescent, mais dans le système actuel, forme des gagnants et des perdants au niveau politique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, ce que vous voulez dire par ça? Ce que je vois, c'est que très souvent, et dès le plus jeune âge dans la tête des enfants, il y a l'idée que pour réussir en traversant cette école, il faut être le meilleur pour avoir un diplôme, pour s'insérer en société. Et l'autre idée qui me semblerait beaucoup plus pertinente pour la démocratie, ce serait de faire comprendre aux enfants que c'est un espace où on va vous apprendre à penser librement, mais aussi on va vous apprendre à travailler ensemble, à construire ensemble de la nouveauté et non pas se mettre en compétition avec les autres. Donc on sait qu'on reçoit à l'école dès le plus jeune âge des enfants qui sont d'origine sociale différente, il y a une diversité culturelle différente. Et donc le noble travail de l'enseignant va être de les faire travailler ensemble, de leur apprendre à penser au-delà de leurs différences. Et donc c'est là que je mets un enjeu très fort de l'éducation et que je suis extrêmement prudent sur la manière dont sont pilotés nos systèmes éducatifs, puisqu'actuellement ils sont pilotés quand même avec l'idée de la compétence, avec des systèmes d'évaluation qui permettent par exemple en France depuis quelques années, dès l'âge de 8 ans, on commence à avoir des évaluations où on va classer. Alors on nous dit que c'est des évaluations qui vont nous permettre de détecter les élèves en difficulté, mais il n'empêche que dans l'esprit des enfants et dans l'esprit des familles, on donne une image de la réussite qui passe par la note, par celui qui est le meilleur et non pas par celui qui est capable de travailler avec les autres, d'inventer et de créer. Oui, bien, vous parlez justement d'amener des notes à bas âge, etc. Puis vous le dites un peu de manière implicite, mais je veux en être sûr. Est-ce que vous pensez que ce genre de manière de voir l'école amène les individus à voir l'école d'une façon qu'ils ne devraient pas le voir? Comme par exemple, l'école, pour réussir, il faut aller à l'école, il faut faire de longues études, au détriment de, par exemple, une éducation plus manuelle, plus courte, comme nous au Québec, on a ici ce qu'on appelle un DEP, par exemple, une formation plus pratique. Mais souvent, je veux pas dire stéréotypé, je veux dire stigmatisé au détriment des écoles supérieures comme au cégep ou à l'université, parce que justement l'école, c'est une manière, on voit ça d'une manière un plus grand symbole de réussite. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, mais... je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que finalement, cette idée que pour réussir, il faudrait passer par l'école, mais par un système d'école très particulier, une école générale par exemple, au détriment des filières techniques par exemple, qui sont chez nous des filières sinistrées, hein, comme chez vous, alors que c'est là où on produit de l'importance pour le fonctionnement de notre société, pour le développement économique, le développement technique. Bon, il y a effectivement cette idée, dès le plus jeune âge, chez les parents notamment, que pour réussir, il faut passer par le système général, il faut faire des études longues. Or, les enfants ont souvent des contre-exemples qui vous montrent qu'on peut réussir socialement d'autres façons qu'en en allant par exemple jusqu'au baccalauréat. Je pense que derrière cette question, il y a surtout la question de qu'est-ce que ça veut dire réussir en société. C'est peut-être pas forcément que avoir un diplôme, c'est peut-être forcément aussi à arriver à travailler avec les autres, se poser la question de qu'est-ce qui pourrait faire qu'une société fonctionne mieux, qu'est-ce qui pourrait faire que je travaille avec les autres au-delà des intérêts individuels, que j'essaie de construire du bien commun, que je fasse passer l'humain avant l'économie. Voilà, tous ces questionnements-là devraient traverser l'ensemble des programmes scolaires et permettre aux enfants de se positionner et de saisir les limites de nos modèles démocratiques. Parfait. On va changer un peu de sujet, mais on va rester évidemment dans le thème d'éducation. Évidemment, il y a une pandémie de COVID-19 qui est arrivée il y a 2 ans. Pour vous, cette pandémie-là aurait été le moment idéal pour changer le système d'éducation actuel, pour l'amener à un autre niveau?
Oui, un philosophe allemand qui s'appelle Habermas a écrit pendant cette pandémie que lorsqu'on traverse des crises importantes comme ça, c'est l'occasion pour une société de réfléchir sur elle-même et de se critiquer, de se regarder de l'intérieur en se disant ce que je vis, ce que j'ai vécu, voilà ce qui fait sens pour moi et ce qui fait moins sens pour ma famille, pour mes proches. Le fait qu'on ait fermé les écoles a amené les familles à se poser cette question de quel est le sens de l'école. Qu'est-ce que m'apporte le fait de scolariser mon enfant dès le plus jeune âge. Et j'étais à l'époque engagé dans une association française, une fédération de parents d'élèves, et nous avons enquêté pour savoir ce qu'ils vivaient pendant ce confinement, et avec derrière la question finalement, est-ce que l'école vous manque ou pas. Les réponses ont été extrêmement variées. Et la réponse à la question si elle vous manque, pourquoi, très diverses. Pour certains, l'école a manqué parce que c'était aussi des moments où la famille pouvait se retrouver dans d'autres univers, explorer d'autres moments, se socialiser différemment que dans un cocon familial un peu trop fermé. Ça peut être aussi l'occasion, ça a été aussi l'occasion pour certaines familles de penser des temps plus personnel en envoyant l'enfant à l'école, et le confinement a été pour certaines familles-là extrêmement difficile puisqu'il a fallu se retrouver. Elles ont réalisé aussi que l'école était importante parce qu'elle permettait aussi aux enfants de rencontrer d'autres enfants, d'avoir un autre adulte référent. Donc elle a du sens, cette école, et le confinement a été une période importante pour se poser cette question-là. Elle a aussi posé une question, la Covid, qui est celle des rythmes scolaires. Les parents se sont rendus compte que l'école prenait leurs enfants, mais qu'elle leur prenait aussi beaucoup de temps éducatif qu'ils apprécient de manière différente, de manière différenciée. Et donc, certains parents se sont dit peut-être que l'école pourrait être structurée différemment, que les temps scolaires pourraient être peut-être moins invasifs. On sait qu'il y a des systèmes scolaires où les enfants ne vont à l'école que de 8h30 à 13h30, permettant à l'enfant de découvrir autre chose, de s'engager dans des associations, et donc de faire découvrir à l'enfant d'autres univers éducatifs que celui de l'éducation formelle. L'école et l'éducation est une hétérotopie, c'est-à-dire un phénomène social qui se déploie dans plusieurs espaces. Or, l'État et nos États ont le monopole de l'éducation sur nos enfants. Et la Covid a supprimé ce monopole l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Et donc, on s'est posé la question de, finalement, est-ce que la famille aussi pourrait pas avoir un rôle important éducatif ? Est-ce que les associations, les musées, les écoles de musique, les associations sportives, les centres culturels n'ont pas aussi leur rôle important pour la socialisation de nos enfants, et donc est-ce qu'on ne pourrait pas rééquilibrer ce monopole d'État ? Et puis, dans la place de la politique, dans tout ça, la politique éducative pour les enfants, est-ce qu'il existe un espace pour ça dans les écoles pour apprendre la politique, autre qu'il y a des gagnants et il y a des perdants, comme je mentionnais tantôt? Alors, je crois que, en tout cas dans les textes, ils doivent exister, ces espaces où on réfléchit, je dirais, aux politiques, pas à la politique. Aux politiques, c'est-à-dire au rapport de pouvoir qu'il existe dans une société et qui la structure. Voilà. Donc on a des espaces où on réfléchit à ça dans l'école, l'éducation à la citoyenneté, éducation civique et morale, ce sont des espaces qui sont présents avec des profs qui invitent les enfants à réfléchir à ces rapports de pouvoir, de domination. Mais l'éducation à la politique va au-delà de ça. Et c'est l'idée qu'il faut apprendre aux enfants et leur montrer qu'ils ont un pouvoir d'action en leur faisant simuler dans des espaces et des temps particuliers le fait qu'ils sont capables de penser autrement et d'agir. Donc ça va au-delà de la réflexion sur les systèmes de pouvoir, ça va aussi une fois que l'on constate qu'il y a des systèmes de pouvoir, de domination, de se dire bon, qu'est-ce que je peux apporter collectivement comme solution à ça, et donc d'imaginer
à l'échelle de la classe, mais aussi en faisant intervenir des associations, d'autres acteurs importants de la société civile, comment je pourrais changer cette société. Donc l'éducation aux politiques devrait aussi s'orienter vers l'idée du changement et de la transformation sociale. On a des courants pédagogiques qui existent depuis le début du XXe siècle qui militent pour ça. L'éducation nouvelle, notamment en France, on a Célestin Freinet qui était convaincu que l'école devait être une micro-société dans laquelle les enfants vont imaginer un futur différent et vont agir, ils vont écrire, ils vont produire des lettres, ils vont faire des manifestations pour s'organiser collectivement pour le bien commun. On a au Brésil, par exemple, Paulo Freire qui était convaincu que alphabétiser, c'est pas seulement apprendre à lire ou à écrire, c'est aussi s'emparer d'un pouvoir qui va permettre de transformer la société. À l'époque qui était assez trouble au Brésil, des années 70, ces courants pédagogiques-là étaient extrêmement forts. Donc, ils sont toujours présents, mais on a un équilibre pour l'instant qui est assez fragile et qui fait dire à certains enseignants, l'école n'est pas un lieu où on fait de la politique. L'éducation doit être un espace neutre, la politique n'a pas à entrer, or elle rentre, j'allais dire par tous les trous, dans la vie même de la classe, dans la structuration de la classe, il y a du politique. Et donc, je crois qu'il est le temps de lever le voile et de se dire, assumons le fait que l'école est un espace d'éducation aux politiques, voire à la politique, mais essayons de penser comment faire pour que ça ne devienne pas un espace d'endoctrinement. C'est là le piège. Tantôt, vous expliquez que justement, l'État a le monopole de l'éducation. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre ce monopole-là et le fait qu'il n'y a pas d'éducation aux politiques dans les écoles? Alors, où il y en a de moins en moins, où elle est mal faite, puisque ça doit profiter à quelqu'un s'il n'y en a pas d'éducation aux politiques. Alors, c'est l'hypothèse que défendent à l'UQAM, par exemple, Francis Dupuy-Desrues, que je vous conseille à lire, qui est dans le département de sciences politiques. Il s'est intéressé à un dispositif que vous avez certainement connu, que nous avons tous connu en tant qu'élèves, qui est celui de l'élection des conseils d'élèves. Il montre assez bien que dans les textes de politique éducative qui militent pour qu'on apprenne aux enfants la démocratie, finalement, on met dans la tête des enfants que la démocratie, c'est quoi? C'est le vote. Donc, démocratie égale vote. On ne leur apprend pas que l'abstentionnisme, par exemple, peut être aussi une forme d'expression politique. Le lobbying, l'association de la société civile pour militer, le militantisme peut être aussi une forme de démocratie. Donc, on légitime avec ces dispositifs-là, de monopole d'État, l'idée que la seule voie démocratique possible est celle de la démocratie libérale, représentative, qui passe par le vote. Et Francis dénonce justement le fait que c'est très réducteur. Il va même jusqu'à dire que c'est peut-être pour cela qu'à la sortie de nos systèmes éducatifs, peu de gens s'engagent à politique. Il pense que nous sommes dans un système scolaire qui ferme l'imaginaire politique. Et je pense que c'est une idée qui me paraît très intéressante et sur laquelle nous devrions réfléchir en tant que parents, en tant qu'élèves et en tant qu'enseignants. Écoutez, Monsieur Urgeli, c'est un plaisir de discuter avec vous. On a appris des choses et tout. J'ai passé un bon moment à votre compagnie. C'était très agréable. Écoutez,